Et voilà. Bonjour à tous, bienvenue à l'Entrepreneur Technophile, en partenariat avec Paris & Co. Nous accueillons aujourd'hui Nicolas Marsiglia qui va nous partager avec nous son expérience du no-code. À toi, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Marsiglia, j'ai fondé Free Your Flow, où on fait en fait sous forme de conseil, on implémente des outils no-code dans les entreprises. Et je suis basé en Colombie. Alors, je vais. Alors, très rapidement, je vais. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez cliquer. Là, vous devriez voir ma photo et enfin ma vidéo. Et vous pouvez cliquer sur les trois petits boutons et dans les options d'affichage, mettre le mode côte à côte. C'est beaucoup plus agréable pour vous au niveau entre la lecture et la vidéo. Donc, je vais vous parler rapidement un petit peu de théorie sur le no-code, comment on arrive au no-code, quels sont un petit peu les grands usages, enfin, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert finalement. Et après, je vais vous montrer trois exemples. Je vais vous parler de trois cas concrets qu'on a fait avec des clients et un peu les principaux enseignements qu'on en a tirés et qui peuvent vous être utiles. Donc déjà, comment on en arrive là? C'est-à-dire, comment on arrive au monde du no-code? D'abord, dans les années 80-90, on démarre avec SAP, que vous connaissez tous. Donc, c'est des projets énormes. Quand on veut digitaliser ses process ou automatiser ses process, il faut mettre des serveurs en place. C'est des projets très lourds, très longs. On parle en années. On parle souvent en millions de dollars de déploiement. Et il faut avoir des serveurs dans ces locaux. Après, à peu près dans les années 2000, on commence à avoir les premiers outils SaaS qui émergent. Donc, typiquement, Salesforce. Donc là, Zoho aussi, évidemment. Donc là, il y a un changement, c'est on va mettre sa carte bleue, on va plus coder, mais par contre, on va avoir des workflows qui sont complètement définis. C'est-à-dire, c'est à nous de nous adapter aux workflows créés par Salesforce, Zoho ou autres. Mais par contre, pour des prix qui deviennent assez accessibles avec généralement des licences par utilisateur. Et en fait, depuis 2015, il y a une nouvelle vague qui est que beaucoup de ces outils SaaS ont mis en place des API qui permettent de les faire communiquer les uns avec les autres. Et donc, on revient en fait à ce qu'on pourrait faire avec un SAP ou un ERP, c'est-à-dire qu'on peut construire son propre système d'information sur mesure, comme si c'était des pièces de Lego, en utilisant des outils d'intégration type Zapier, et tout ça sans coder en fait. Sans coder, et là les prix chutent complètement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet pour 5 à 30 000 euros qui serait l'équivalent d'un développement sur mesure à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et aussi au niveau des usages, là on est vraiment dans du sur-mesure complet et qui va se faire en quelques mois. C'est-à-dire en 2-3 mois, vous pouvez avoir quelque chose de complètement fonctionnel. Alors, quel grand changement aussi ça apporte? C'est la fin un peu de la boîte noire. Ça veut dire, il y a toujours un peu ce côté dans les développements, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop combien de temps ça prend, on ne sait pas trop ce qui se passe. On demande des choses, il y a des développeurs qui codent, ça a pris 1 heure, ça a pris 3 semaines, on ne sait pas trop. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus net. On a en fait des outils un peu comme sur une autoroute qui vont communiquer les uns avec les autres. On peut voir les interfaces, on peut se loguer directement, on sait exactement ce qui se passe en fait. Alors, les bénéfices principaux, il y a 3 grandes catégories. Il y a la réduction de coûts purs. Donc, par exemple, quand vous arrivez à ne pas faire un recrutement que vous aviez prévu et qu'à travers l'automatisation des tâches, vous arrivez à éviter ce recrutement. Il y a la réduction de temps. Donc, par exemple, sur les tâches très chronophages, quand vous avez quelqu'un qui est spécialisé ou même vous-même en tant que fondateur, vous avez souvent de l'administratif à faire ou autre. Donc, ça permet une concentration sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, typiquement, quand vous êtes fondateur, vous pouvez faire plus de développement commercial grâce au temps que vous libérez sur l'administratif ou autre. Mais c'est également un motif au niveau de la réduction du temps. C'est vraiment un motif d'attraction des talents. C'est-à-dire de dire les tâches, elles sont automatisées chez nous.
Donc, tu vas pouvoir te concentrer en fait sur ce qui te plaît, etc. Et enfin, le dernier point, qui est pour l'instant de mon expérience celui où on voit les usages les plus forts, c'est la réduction d'erreurs. Donc, par exemple, pour ceux qui ont des inventaires, parfois il y a des erreurs. On va commander 2 fois des produits, 3 fois des produits, on va surstocker. Et c'est celui-là pour l'instant où j'ai constaté vraiment les retours sur investissement les plus importants sur les projets no-code. Par exemple, dans le cas des inventaires, ça peut vite se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Donc, avec un projet rapide de 2-3 mois qui va permettre d'avoir un process standard d'achat, en fait, ça va vite se récupérer. L'autre point sur lequel c'est très intéressant, les projets no-code, c'est tout ce qui touche à la prospection commerciale. Parce que là, c'est pareil, il va souvent y avoir des erreurs. Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des propositions qui ne sont pas trop suivies. On ne sait pas trop qui est dessus. Est-ce que le suivi a été fait, pas fait? Et là, c'est pareil finalement. Ça veut dire qu'avec quelques propositions commerciales additionnelles qui sont signées ou mieux suivies, ça va très vite rentabiliser les projets. Alors, c'est quoi maintenant les challenges principaux qui sont assez communs au projet no-code? Le premier, c'est est-ce que mon équipe va utiliser tout ce qu'on fait? Mon équipe, mes utilisateurs. Et ça, finalement, c'est le plus important parce que des fois, on passe beaucoup de temps à mettre des outils ensemble, à geeker finalement un peu, mais en fait, ça n'a aucune valeur si l'équipe ne l'utilise pas. Donc c'est vraiment, là, il s'agit vraiment de le plus vite possible mettre une maquette entre les mains des utilisateurs pour vérifier que ça correspond à quelque chose qui leur parle et qu'ils vont utiliser. Le challenge suivant, c'est vraiment tout ce qui touche à la maintenance. C'est-à-dire, là, on est quand même sur des API, donc on est quand même sur des outils qui sont externes, qui ne sont pas entre nos mains. Donc, il peut y avoir des changements d'API, il peut y avoir Zapier qui arrête de faire des connexions. Et bon, il y a tout le sujet qu'une fois qu'on a mis ça en place, on est un peu dépendant de ces architectures et donc de ces outils-là. Et comment on fait? Ça veut dire, par exemple, si on a passé toute sa prise de commande sur des outils no-code et que ce matin, il y a une API qui a changé ou quelque chose comme ça devient une urgence. Donc, et il faut savoir qu'il y a peu de développeurs vraiment no-code aujourd'hui. Donc, ça peut vite devenir un sujet. C'est-à-dire comment on fait pour s'assurer de ne pas avoir de panne, entre guillemets, sur ces architectures qu'on fait. Enfin, le dernier point, c'est de choisir les bons outils SaaS qu'on va connecter entre eux. Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 outils SaaS répertoriés. Donc, en fait, ça va quand même très vite. On peut passer beaucoup de temps et en perdre beaucoup à déterminer quel est le bon outil par rapport à la situation. Et souvent, c'est assez dur une fois que l'équipe a pris l'habitude d'utiliser un outil ou même nous personnellement, c'est assez dur de switcher. Donc, la partie, on va dire, de bien choisir l'outil en amont, en accord avec les workflows, est vraiment critique. Alors, quel est l'outil magique? Ça, c'est une question que j'entends beaucoup. Quel est le meilleur CRM? Quel est le meilleur outil de gestion de projet? Est-ce qu'il vaut mieux prendre Trello, Asana, etc. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas un outil spécifiquement qui est meilleur qu'un autre. C'est surtout des usages spécifiques pour une situation spécifique. Donc, vraiment, la clé du succès de tous ces projets no-code, et c'est vraiment le point le plus important, c'est le point le plus important de ma présentation. C'est vraiment, si vous voulez retenir une seule idée, c'est celle-là, c'est d'abord d'avoir un bon workflow mappé avant de choisir l'outil. Et pas de partir d'un outil qu'on nous a recommandé ou qu'on trouve sympa ou qu'on a testé pour essayer de faire rentrer les workflows dedans. C'est souvent ça la principale cause d'échec. C'est de partir de l'outil plutôt que de partir de ses workflows. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi un workflow bien mappé? En fait, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est un prospect qui m'a contacté. Ils avaient un projet ERP, ça faisait 18 mois qu'ils étaient dessus. Ils avaient déjà investi plus de 200 000 euros et ça se passait plus très bien. Le prestataire leur demandait de remettre de l'argent, ne tenait pas les délais. Donc, j'ai regardé le dossier pour eux et ils m'ont mis en relation avec les prestataires qui sont intervenus, avec l'équipe technique.
Et là, évidemment, la première question que je pose, c'est quels sont les workflows? Est-ce que je peux voir les architectures que vous avez utilisées? Et là, blanc total, rien. Il n'y a pas un document où les workflows sont bien mappés, etc. Et donc, moi, je pose une question, je dis, mais comment vous avez travaillé ensemble? C'est-à-dire, ça se passait comment les sessions de travail? Il me disait, non, on s'asseyait avec l'équipe, ils nous expliquaient ce qu'on voulait, nous, on prenait des notes et on codait directement. Et ça, c'est vraiment, ça n'a pas loupé, c'est un projet qui va dans le mur. Parce qu'on ne part pas d'un processus et d'un workflow bien défini sur lequel on va venir ensuite automatiser et définir. On fait l'inverse, en fait. On part d'une espèce de maquette, d'un truc qui nous plaît un petit peu visuellement et qu'on va essayer de faire rentrer. Et après audit, par exemple, sur ce projet, en fait, avec des workflows bien faits et en no-code, c'était faisable pour quelques dizaines de milliers d'euros. Et en 3 mois au lieu de 18 mois. Alors, l'autre chose souvent qu'on voit dans le mapping de workflow, c'est 4 bulles faites rapidement. Alors, John envoie à Marie tel document. Ça non plus, c'est pas ça un bon workflow. Un bon workflow, en fait, c'est finalement une checklist que quelqu'un qui a un niveau d'information très limité peut suivre. C'est ça, en fait. Et c'est ça, du coup, le bon cahier des charges aussi pour votre projet. Vous faites une checklist à partir du workflow que vous voulez mapper, que ce soit une app ou autre, et vous la passez à quelqu'un d'autre, un de vos collaborateurs, il doit pouvoir la suivre à quelque chose près. Et après, à partir de cette checklist, vous pouvez choisir vos outils. Alors, quelques outils qui peuvent vous aider justement à très bien faire cette première définition. Lucidchart pour faire un premier dégrossissage de votre workflow. Ça permet de faire des cases, c'est assez visuel, ça se partage très facilement. Après, vous pouvez utiliser des outils type Loom qui vous permettent aussi en fait, de capturer directement en vidéo ce que vous voulez ou même le workflow que vous voulez. Et typiquement, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui veulent faire des apps. En fait, vous pouvez enregistrer directement, c'est-à-dire vous allez piocher sur des sites internet ou des apps, des applications que vous aimez bien, des workflows complets que vous aimez bien, et vous pouvez le faire directement sous forme de vidéo. Et ça peut faire l'affaire, en fait. Ça suffit pour bien mapper ce qu'on veut dans un premier temps. Et enfin, il y en a un dernier. Quand vous avez des workflows assez compliqués, assez longs, avec plusieurs s'il se passe ça, alors il se passe ça, il y a Process Street qui est très bien aussi pour mapper des workflows en fait un peu compliqués. Alors, dans les grandes étapes, c'est la méthodologie qu'on utilise chez Free Your Flow. Les grandes étapes d'un projet no-code, c'est quoi? C'est d'abord justement définir ces workflows, les identifier. Ensuite, c'est choisir les outils qu'on va utiliser en accord avec ces workflows et faire un prototype le plus rapidement possible. Un prototype, c'est quoi? C'est des interfaces. Ça veut dire on va voir à quoi ça ressemblerait. Donc, si dans ma checklist de mon workflow, je vois qu'en premier, il faut récupérer des informations, par exemple, dans le cadre d'une agence immobilière, mettons, il faut récupérer les informations de la personne qui a visité l'appartement, ça va être le plus vite possible de construire un formulaire qui ressemble aux informations qu'on veut capturer. Et faire très vite ces interfaces sur les différents outils, sans forcément les connecter les unes avec les autres, juste pour voir à quoi elles vont ressembler, et passer à l'étape suivante, qui est de mettre ces interfaces et ces outils entre les mains de l'équipe et leur faire l'utiliser pour collecter du feedback le plus vite possible et avoir des itérations les plus courtes et les plus rapides possibles. Enfin, vient l'étape, une fois qu'on a fini cette étape de feedback, il y a une étape de déploiement. Là, c'est vraiment, on va commencer à brancher les outils les uns avec les autres à travers Zapier, par exemple. Et enfin, la dernière étape, c'est on va vraiment former les utilisateurs et faire les derniers ajustements. En général, un projet, ça peut aller de 1 à 3 mois. C'est à peu près les ordres de grandeur d'un projet no-code. Alors, je vais vous parler maintenant de 3 exemples
avec des clients qu'on a déjà fait, et je vais vous parler un petit peu des résultats qu'on a obtenus, des outils qu'on a utilisés et un petit peu de cas d'usage qui peuvent vous donner des idées de comment utiliser le no-code. Donc, le premier client, c'est Accor Hotel, la filiale colombienne. Donc ici, ils gèrent en Colombie à peu près une dizaine d'hôtels sous les différentes marques, Ibis, Sofitel, etc. Et évidemment, tout ça, c'était avant le Covid. Ils étaient quasiment en train de doubler de taille. Et ils avaient un problème, quand ils payaient les factures, ils payent à peu près 2500 factures par mois, parce que c'est le siège central qui paye toutes les factures de tous les hôtels. C'était extrêmement manuel. C'est-à-dire, c'était vraiment l'hôtel qui scannait les factures, tamponnait, qui les envoyait au siège. Elles étaient reçues, elles étaient revues une par une. Il y avait des calculs de TVA qui étaient faits, alors avec des Excel, certes, mais c'était extrêmement manuel à toutes les étapes. Et clairement, ils perdaient beaucoup de temps là-dedans. Et là, ils voyaient bien qu'en doublant la charge de travail, ça allait être très difficile de tenir, même en faisant des recrutements. Parce que le process était tellement compliqué et tellement manuel que c'était assez long et compliqué de former les nouvelles recrues. Donc, on a fait tout ce travail de mapping des workflows. Et après, donc au début, ils ont juste fait appel à nous pour mapper les workflows déjà, parce qu'ils n'avaient même pas les workflows de la filiale. Et après, ils voulaient voir si c'était plus intéressant de faire un développement classique ou de passer par le no-code. Et là, en fait, il y avait quand même des contraintes. Ça veut dire que, évidemment, c'est un groupe mondial. Certains des outils de comptabilité et autres, ils ne pouvaient pas être changés, parce que c'est des outils qui sont utilisés au niveau mondial. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, en passant par une approche classique de développement, ça n'allait quasiment pas être possible d'automatiser le workflow. Et c'est là où ils se sont dit, OK, faisons un essai en no-code. Et on est passé par des outils aussi simples que Trello, Jotform, Zapier, évidemment, pour connecter les uns avec les autres. Et là, en fait, ce n'est pas du no-code, c'est du low-code. On a fait un petit peu de code pour faire certaines macros dans les Excel qu'ils utilisaient. Et en fait, on a mis ça bout à bout. On a fait tout un travail avec l'équipe, avec chaque intervenant dans le processus en fait, de paiement d'une facture complète, depuis l'hôtel jusqu'au trésorier, et à peu près une centaine d'étapes, une par une. Et on a réduit quasiment de 80% le temps que ça prenait de payer une facture. Et voilà, donc c'était vraiment très intéressant pour eux parce qu'ils en faisaient quasiment 2500 par mois. Et là, on est sur un nouveau projet actuellement avec eux. Maintenant, c'est après avoir fait tout ce travail, c'est de mettre un outil de RPA en place qui permet d'aller encore plus loin. C'est en fait un robot qui va venir faire les dernières étapes qui sont manuelles. Donc, typiquement, chaque facture, une fois qu'elle est validée, elle doit être signée à l'aide d'un outil type Adobe par la comptabilité. Et en fait, ça, c'est automatisable avec des outils de RPA. C'est l'équivalent d'une macro dans Excel que vous connaissez, sauf que ça va venir faire des actions prédéfinies dans différents outils. Donc, ça va venir, par exemple, ouvrir Adobe, télécharger un PDF qui est toujours au même endroit, lui apposer une signature, puis lui uploader dans un autre outil. Donc là, je vous dirais que l'enseignement principal, c'est que maintenant, il y a des solutions en no-code ou en low-code, type RPA, qui permettent en fait de bypasser tous ces systèmes très compliqués, Oracle, SAP souvent. Quand il y a déjà des choses en place lourdes qu'on ne peut pas changer si facilement, la RPA, c'est vraiment une très très bonne solution. Ça permet en fait de faire des développements beaucoup plus rapides, beaucoup moins chers évidemment, et de bypasser un peu toutes ces contraintes techniques. Alors, le projet suivant, c'est une agence de gestion immobilière à Paris qui gère à peu près 1000 appartements. Donc, la gestion immobilière, c'est simple, c'est-à-dire qu'ils prennent votre appartement, c'est eux qui s'occupent de tout, de trouver les locataires, de gérer s'il y a une fuite, un souci sur l'appartement, et ils prennent une petite commission sur le loyer qui est versé tous les mois par le locataire. Donc, vous, en tant que propriétaire, vous n'avez rien à faire, juste toucher votre loyer. Et ils avaient, alors déjà, c'est une société qu'ils avaient rachetée, qui avait 30 ans d'existence,
Donc, il y avait des workflows vraiment complètement archaïques, complètement manuels, avec beaucoup de papier. Et c'est pareil, ils avaient une très bonne croissance, mais ils étaient très limités parce qu'ils dépendaient beaucoup du savoir-faire de l'équipe et qui était déjà complètement full. Ils n'avaient plus de place, ils avaient très peu de place pour mettre des nouveaux appartements. Et encore une fois, ce n'était pas si simple de recruter des nouvelles personnes parce que les temps de formation étaient très longs. Et donc, ils m'ont consulté pour voir un petit peu ce qui pouvait être fait à travers de l'automatisation. Et là, en fait, alors, il faut savoir aussi que là, encore une fois, c'est des workflows très répétitifs, en fait. Ça veut dire, vous faites tout le temps la même chose. Vous faites toujours un buy, vous faites toujours un check-in, un check-out. Vous faites toujours une intervention type plomberie ou autre. Donc, c'est finalement des choses qui se répétaient beaucoup. Et là, on leur a construit en fait une base de données avec Airtable, qui est un outil de base de données qui nécessite aucun développement. Donc, pour prendre une image, Airtable, c'est un peu un croisement entre Excel et Trello. Donc, c'est des interfaces comme Trello, très faciles, où il suffit de déplacer des cartes, etc. Mais avec la puissance de Excel, c'est-à-dire qu'on peut relier des données les unes aux autres, faire des données relatives, c'est-à-dire créer des règles, en fait, finalement. Et donc, à partir de ça, on a créé un peu une base de données des 1000 appartements de Airtable. Et on est venu brancher d'autres outils, comme par exemple FormStack, qui permet de générer des documents de façon automatisée à partir de données. On a branché évidemment JotForm pour faire des formulaires de récupération de données auprès des locataires, auprès des propriétaires. Et grâce à ça, en fait, ils ont réussi à faire entrer 200 appartements additionnels très rapidement sans faire de nouveaux recrutements. Et même en baissant un peu la charge de travail de l'équipe actuelle. Là, je vous dirais vraiment l'enseignement principal qui peut vous être utile, c'est que dès que vous avez disons des tâches qui sont très répétitives, passer des commandes, faire des gestions d'inventaire, de stock. En général, la solution no-code, c'est de construire une base de données. On a tendance à le faire naturellement sur une feuille Excel, mais après, les usages deviennent très compliqués. Parce qu'on commence à faire des feuilles Excel dans tous les sens, que personne n'arrive à suivre. Il y a une personne qui connaît un peu la feuille Excel qui s'en sort, et on est toujours obligé de demander à cette personne de faire des calculs ou autres. Et là, donc, Airtable permet vraiment de résoudre ce type de problématique assez facilement. Enfin, le dernier cas, c'est Soyuz. C'est une agence de communication spécialisée dans tout ce qui est production de contenu. Et eux, ils avaient un sujet très précis sur les ventes. Il n'y avait pas de standardisation, en fait, finalement, de comment on fait une proposition commerciale. Chacun faisait un peu comme il voulait. Mais comme c'est une agence, les propositions il y avait beaucoup de sur-mesure en fait dans les propositions qui étaient faites. Et donc des fois, faire une proposition, ça pouvait prendre des semaines et des semaines parce qu'il fallait se réunir, parce que la personne n'avait pas trop le temps. Et il n'y avait pas de visibilité globale. On en est où? Est-ce que la proposition est partie, pas partie? Est-ce qu'il y a eu un suivi qui a été fait de cette proposition? Et donc en utilisant des outils, on a utilisé Trello, Jotform et Slack. En branchant ces trois outils ensemble et en faisant encore une fois une bonne définition des workflows en amont et ensuite en mettant en place les outils, on a réussi à réduire à peu près de 2 semaines, qui était le temps moyen pour construire une proposition, à 4 jours. Et ça leur a permis de gagner vraiment beaucoup plus de contrats parce qu'ils perdaient pas mal de contrats à cause de ça, en fait, parce qu'ils répondaient trop tard à des demandes de cotation ou ils ne faisaient pas un bon suivi des propositions qui avaient déjà été envoyées. Et c'est un projet qui est assez rapide. Ça a été fait en à peu près 1 mois et demi de A à Z. Et voilà. Là, vraiment, je vous dirais que l'enseignement principal un peu qu'on peut voir par rapport à Soyuz,
c'est qu'ils utilisaient déjà des outils, en fait. Ils étaient déjà assez bien équipés. C'est-à-dire ils utilisaient déjà Zoho, ils utilisaient déjà, alors je ne me souviens plus de l'autre nom, mais bon, ils avaient déjà plusieurs outils no-code, en fait, et SaaS en place. Mais en fait, personne ne les utilisait. Et le peu de personnes qui les utilisaient, en fait, les utilisaient pas très bien. Donc, par exemple, dans Zoho, certains, ils remplissaient des leads, d'autres, ils remplissaient des opportunités. Chacun faisait un peu comme il voulait, ou d'autres, ils n'utilisaient pas du tout Zoho. Ils avaient leur feuille Excel avec leur lead inscrit dessus. Et là, vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir ce travail en amont de définition et de standardisation de la façon de faire. Et ça, il faut vraiment impliquer l'équipe et toutes les personnes qui vont intervenir pour bien se mettre d'accord de quelle est la méthode qu'on va utiliser à partir de maintenant. Et ça, c'est avant de parler outils, en fait. C'est avant de dire on va utiliser Trello, on va utiliser Asana, on va utiliser. Avant de parler de ça, déjà, il faut avoir un workflow avec lequel tout le monde est bien d'accord et tout le monde est OK avec le fait qu'on va utiliser ce workflow. Et après, l'outil va en fait venir démultiplier la productivité et l'efficacité de ce workflow. Voilà, vous pouvez retrouver quelques vidéos sur la chaîne Free Your Flow. On a déjà 3-4 vidéos en ligne. Il y a quelques exemples de processus complètement automatisés, par exemple sur relation client, comment faire un suivi complet. Et on a également un PDF qu'on a fait où on vous montre un guide où on vous montre 3 processus complètement automatisés et que vous pouvez répliquer en fait. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'écrire directement. Je vous mets mes coordonnées là, mon email et mon WhatsApp. Je vous enverrai ça directement. Je ne capture pas vos coordonnées. Je ne vais pas vous mettre dans une série d'emails automatisés. Je vais juste vous envoyer le PDF directement. Si vous avez des questions par rapport à un outil spécifique ou autre, par rapport à votre projet, je peux répondre avec plaisir. Et vraiment, l'idée principale et la clé de la réussite de tous vos projets no-code, encore une fois, c'est vraiment de mapper vos workflows. Et j'insiste parce que c'est vraiment ce que je vois de toujours qui est. C'est toujours finalement la cause principale d'échec de ces projets-là. Et c'est toujours ce qui est également assez bâclé en fait. C'est-à-dire on va souvent filer ça à un stagiaire ou demander à quelqu'un d'autre de le faire. C'est souvent assez contraignant. On préfère plutôt parler d'outils geeker en se demandant si tel outil communique avec tel outil. Mais honnêtement, 70% du boulot, 80% du boulot, c'est d'avoir un workflow clairement défini. Encore une fois, c'est quoi un bon workflow? C'est une checklist, step by step, que si vous la donnez à quelqu'un d'autre, il peut suivre cette checklist. Voilà. Merci beaucoup Nicolas, c'était une super présentation et on a déjà quelques questions. Il y a Valentine qui demandait si tu aurais un catalogue de tes meilleurs outils. Alors, c'est vraiment. Enfin, je peux te parler de quelques grands marronniers, mais encore une fois, c'est très contextuel. Donc, je vais plutôt te segmenter en les grandes catégories d'outils. Donc, il faut trouver un bon outil de gestion de projet. Donc là, il y a mon préféré personnellement que j'utilise sur mes deux sociétés, c'est Trello. Parce qu'il communique très bien avec Zapier, il est très flexible, donc on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Après, il y a Asana également. Enfin, voilà, il y en a plein. Certaines personnes aiment bien utiliser Monday. Mais encore une fois, je te dirais, là, le plus important, ce n'est pas tellement tel ou tel outil, parce que ça va dépendre beaucoup de ton cas spécifique. Par contre, ce qui est très important sur l'outil que tu choisis sur le sujet de la gestion de projet, c'est de pouvoir faire du Kanban. D'une façon ou d'une autre, tu dois pouvoir afficher l'état d'avancement du projet de gauche à droite, en fait. Ça doit être une séquence qui va de gauche à droite et pas de haut en haut, comme on a souvent tendance à faire avec les to-do list. C'est ça la grande différence et c'est ça qui est important dans un outil de gestion de projet. La catégorie suivante, c'est ce qui touche à la communication. Donc là, évidemment, bon, tout le monde connaît Slack.
Slack, c'est très bien pour les automatisations et c'est très bien pour la communication interne. Alors après, selon les pays, WhatsApp, ça commence aussi à très très bien marcher, les groupes WhatsApp. WhatsApp a un gros avantage, c'est que tout le monde l'a et tout le monde l'utilise déjà pour communiquer avec sa famille ou autre. Donc, il n'y a pas un nouvel outil à adopter, un nouvel usage à adopter. Dans la communication, ce qui est important, c'est vraiment de séparer la communication interne de la communication externe. Ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes usages. Donc, en interne, par exemple, Slack, c'est très bien, l'email, c'est une catastrophe. À l'inverse, pour la communication externe, ça veut dire avec un client, avec un fournisseur, l'email, c'est parfait. Parce qu'il n'y a pas de problème d'interface. Tout le monde a un email, tout le monde ouvre ses emails. Donc, il n'y a pas le problème de il n'a pas Trello, il ne va pas se loguer dessus, il n'a pas Slack, il ne va pas se loguer dessus. Enfin, le dernier en termes de communication qui est excellent, qui est un peu plus lourd à mettre en place pour la communication externe, c'est Intercom. Intercom, c'est vraiment un très bon outil. Parfois, c'est un peu lourd et compliqué. Donc, on peut faire des choses plus light avec Front, F-R-O-N-T, qui permet en fait, en gros, il permet d'avoir des inbox communes d'emails et donc de ne plus dépendre d'une personne dans la boîte qui répond aux emails. Mais par exemple, si une personne est absente en vacances, en un tag, c'est une autre personne qui va recevoir les emails et va pouvoir y répondre. Voilà, donc c'est ça. Mais encore une fois, est-ce que cet outil est meilleur que celui-là? C'est pas si simple. C'est surtout quel est ton workflow et là définir quel est le bon outil en accord avec ça. Et enfin, la dernière catégorie d'outils très importante, c'est où est-ce que tu vas gérer en fait tes process, tes workflows, tu vas les gérer où. Mon préféré en la matière, c'est Process Street, qui est vraiment très puissant et qui permet de déclencher des automatisations. Il permet deux choses, Process Street, en fait. Il permet d'obliger une personne qui suit un process à passer par une étape. Et c'est le seul outil pour l'instant, je trouve, qui fait ça bien. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais une Trello, une checklist sur Trello ou sur un Google Doc, il y a toujours la possibilité de passer à l'étape suivante, de ne pas cocher la case ou de juste lire rapidement. Voilà. Alors que Process Street, il y a vraiment la possibilité de ne voir la suite de la checklist que quand on a coché l'étape d'avant. C'est le premier point. Et au niveau automatisation, tu vas pouvoir déclencher des automatisations quand une case est cochée dans la checklist. Donc, par exemple, tu viens de finir la proposition commerciale, mettons, tu causes la cache, tu vas pouvoir déclencher un email qui informe le directeur commercial que la proposition commerciale est faite ou qui informe le client que sa proposition est prête. Donc, ça permet d'aller très loin en termes de proposition commerciale. L'autre chose par rapport aux outils, c'est qu'on a tous une tendance naturelle à chercher l'outil magique qui va tout faire. Et ça, c'est une énorme erreur. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'avoir plusieurs outils pour des fonctions spécifiques qui communiquent bien entre eux. Et donc, souvent, par exemple, ce qui va se passer, c'est que, c'est un cas souvent, sûrement que vous avez vu, on va dire, oh là là, non, mais Slack, c'est une horreur, on ne sait pas où sont les tâches, on ne sait pas, on parle sur plein de channels. Slack, ce n'est pas un outil de gestion de projet, c'est un outil de communication. C'est fait pour échanger de l'information. Ce n'est pas fait pour savoir où on est un projet. Ce n'est pas fait pour voir une liste de tâches. Ce n'est pas du tout le but. Et ça, il faut vraiment sortir un peu de cette chimère de je vais trouver l'outil magique qui est bon. Parce qu'en général, les outils intégrés tout en un, ils sont à la limite bons dans quelques trucs, mais ils ne sont jamais excellents. Donc, il vaut mieux trouver un outil excellent dans un usage spécifique sur les trois piliers que je viens de te donner, et après les faire communiquer entre eux avec Zapier ou autre. Super, merci Nicolas. Donc après, il y avait deux questions sur la présentation, mais comme tu as dit, il faut qu'il t'envoie un email. Ouais, dis-moi, non, mais s'il y a des questions, pas de souci. Et après, sinon, il posait aussi, tu en penses quoi de... Il y avait Grégoire qui demandait ce que tu pensais de Notion. Alors, Notion, c'est un peu comme Evernote et ces outils-là. C'est bien pour ce qui est, c'est très bien pour ce qui est stockage d'informations. Ça veut dire, ça va permettre de faire. En fait, c'est un peu un croisement entre Evernote, Google Spreadsheet. Et donc, c'est un bon outil de prise de notes souvent. Maintenant, c'est pas terrible au niveau des automatisations. Ça permet pas d'aller très loin. Donc,
Je le mettrais plutôt dans la catégorie des outils personnels, en fait. C'est un bon outil de prise de notes rapide, personnel, et que après je vais pouvoir partager facilement. Mais dans le cadre d'une automatisation en no-code, c'est trop limité, en fait. Alors après, il y avait Laurent qui demandait pour Jira. Jira, alors je n'ai pas utilisé Jira. Je le connais pas, honnêtement. Moi, je le connais et je vais juste dire rapidement que je le conseille pas, en général. Pourquoi? Voilà. Tu le sais pas. C'est juste, c'est un peu compliqué. Enfin voilà, c'est un truc qui a été inventé pour les grands groupes. C'est pas, enfin voilà, c'est d'habitude utilisé dans le contexte de développement soft. Et enfin voilà, c'est très compliqué. C'est peut-être utile si on a une équipe de 50 à 100 personnes, mais sur les petits projets, je n'utiliserai pas Jira. Et encore une Super. fois, hein, je le martèle parce que c'est le point le plus important. On a vraiment cette tendance à se dire, tiens, j'ai un copain là, il m'a dit que ça se passait super bien pour lui avec Trello. Il faut que je vois si j'arrive à mettre Trello en place. C'est pas du tout la bonne approche. C'est d'abord, quel est mon workflow? Comment est structuré mon workflow de ma boîte? Et par rapport à ça, je vais vérifier si Trello fonctionne, si Asana fonctionne, etc. Et c'est l'outil qui doit coller parfaitement à mon workflow. Ce n'est pas mon workflow qui doit s'adapter à l'outil. Ben, merci beaucoup Nicolas, je crois qu'on a fait le tour des questions et on Moi, arrive. j'en profitais aussi pour poser une petite question rapide au niveau de Parenco. On utilise un peu Notion et on hésitait là peut-être à passer sur Slide. Je sais pas, Nicolas, si tu connais, si tu t'en sers aussi. On a vu que c'est créé par des Français, donc on s'est dit que ça peut être peut-être pas mal d'utiliser un outil français aussi pour ce genre de choses. Mais on n'avait pas forcément eu trop de différence entre les deux. Est-ce que toi, tu l'as un peu utilisé aussi ou pas du tout? Alors, lequel tu me dis? Pour Notion, en fait, on hésite peut-être à passer sur Slide, S-L-I-T-E. Je sais pas si qui est un peu Alors, aussi je ne dans connais Notion. pas Slide, mais explique-moi l'usage que vous voulez faire. Enfin, en gros, définis-moi en trois cas, très rapidement quel est le workflow et je vais te dire ce que j'en pense. Bah, ok, bah, c'est pas grave. Au pire, je te pose la question après parce que j'avais juste les infos générales, mais c'est d'autres personnes dans l'équipe qui géraient plus spécifiquement dessus. Donc, au pire, on pourra en discuter après. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Et sinon, moi, j'ai juste une question plus globale au niveau de tout ce qui est passage au no-code. À quel moment, en fait, tu vas te dire, là, en fait, je m'en sors plus, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve un outil en no-code pour gagner du temps, pour améliorer un peu mon process. Est-ce qu'il y a quand même un peu des choses, un peu des signaux qui font que là, tu te dis, il faut que je commence à creuser davantage le no-code, parce que là, je me rends compte que j'en ai besoin dans mon activité au quotidien. Bah, alors, au niveau alors, en démarrage de projet, le no-code, je trouve ça très intéressant, surtout pour tout ce qui est prototyper très rapidement le produit, quoi, ce que vous allez développer. C'est ça l'usage principal. Parce qu'après, finalement, en démarrage, honnêtement, tu n'as pas vraiment besoin de relier les outils les uns avec les autres. Tu prends un CRM rapide, tu prends Trello, tu as une équipe en général qui est petite, tu prends HubSpot pour le CRM. Et en fait, quand tu démarres, ça suffit parce que tu es encore dans une phase où ça va tellement bouger que. Donc, en démarrage, vraiment, le prototypage du produit, c'est là où tu peux gagner énormément de temps et d'argent en passant par du no-code. Tu peux vraiment reproduire un prototype qui normalement coûterait 30, 50, 70 000 euros et qui prendrait 6, 12 mois. Tu peux vraiment le faire en 1, 2 mois pour 5, 10 000 euros. Une fois qu'on a atteint une certaine maturité, que je situe arbitrairement à 300, 500 000 euros, là, il commence à y avoir des choses qui sont plus stables et autres. Et là, il s'agit vraiment d'identifier les workflows avec l'équipe. Donc, j'aime bien les classer en 6 catégories, en fait, les workflows. Tu as tout ce qui touche aux opérations. Donc, c'est vraiment dire payer une facture, recevoir une facture, enfin, tout ce qui est vraiment le quotidien, tout est tâches admin. Tu as tout ce qui permet de générer des leads. Tu as tout ce qui permet de faire le suivi des leads. Tu as tout ce qui permet de faire la conversion des leads en clients. Tu as tout ce qui permet de livrer la prestation au client. Et enfin, tu as tout ce qui touche à l'upsell,
à retenir les clients, enfin tout ce qui est la revente et upsell, cross-sell. Et en fait, une fois que tu as identifié tes workflows, tu peux les classer dans ces différentes catégories et après, tu peux prioriser. Tu peux dire, bah là, en ce moment, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de générer plus de leads. Donc, on va mettre du no-code sur tous les workflows qu'on a identifiés en lead generation et on va faire cela en premier. Après, tu peux dire, bah non, là, maintenant, en ce moment, la priorité, on a pas mal de leads, mais on n'en convertit pas assez. OK, bah on fait quoi en conversion? Et là, on va mettre des outils qui vont nous permettre d'améliorer tout ça. Par exemple, génération de leads, il y a des outils très bien maintenant pour prospecter en automatisé sur LinkedIn. Voilà, conversion, ça peut être tout simplement de mettre en place HubSpot si ça n'a pas déjà été fait. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la façon un petit peu de prioriser finalement où est-ce qu'il faudrait mettre du low-code. L'autre chose, l'autre approche qui est peut-être même plus personnelle, c'est de voir un petit peu les tâches qui sont vraiment très stressantes et très répétitives. Et voilà, c'est ça un petit peu les deux, les choses qui disent, que je te dirais pour orienter un petit peu où est-ce qu'on met des outils en premier. Ok, parfait. Merci beaucoup. Mais encore une fois, hein, je sais que je le répète pour la énième fois, mais parce que c'est le plus important. D'abord, c'est pas est-ce que je devrais mettre Trello en place? C'est pas une bonne question à se poser. Est-ce que je devrais mettre HubSpot en place? On s'en fout. C'est vraiment, c'est quoi le workflow que j'ai identifié où je vais gagner beaucoup de temps? Donc typiquement, faire ses notes de frais, très bien. Bah, comment je la fais ma note de frais? D'abord, je dois faire ça, je dois scanner, je dois machin. Ok. Alors maintenant, je vais tester Expensify. Est-ce que ça répond à comment mon comptable me demande mon format, etc. Non, ça ne répond pas, bah, je passe à l'outil suivant, etc., etc. Super, bah, merci Très beaucoup bien. Nicolas. Merci d'être resté éveillé jusqu'à aussi tard. Nicolas est en Colombie, il est maintenant 3h50 chez toi, c'est ça, si je me trompe pas? 4h50, ouais. À 4h50, ouais, donc merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci d'être joint à nous. Merci à tous de vous être joints à nous. Ouais, et j'en profite juste pour ajouter, pour ceux qui seraient intéressés pour creuser davantage, avec Nicolas Stock, Nick Stock qui est là aussi, on fait tous les mois des office hours. Et il y a une session qui est prévue le 10 novembre. Il y a encore pas mal de créneaux dispo, donc si vous êtes intéressé pour prendre rendez-vous avec Nick pour discuter de toutes ces questions liées à ces questions de CTO, ce genre de choses, voilà, vous avez le lien. Je vous ai mis dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Nick pour creuser un peu aussi tous ces aspects-là avec lui. Super, ben, merci à tous et on vous retrouve, je pense que le prochain sera dans un mois et on le fera sur Airtable. En tout cas, merci à Paris & Co, merci Julien pour l'aide dans l'organisation et merci à Nicolas, aux deux Nicolas. Et Merci beaucoup. passez une bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci.